Bon, bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live. Très heureux de vous retrouver, j'espère très nombreux derrière votre écran, sur un thème, sur un sujet que l'on a toutes et tous croisé à un moment ou à un autre de notre vie. Alors, très certainement qu'avant, c'était beaucoup moins violent que ça. Mais maintenant, ça devient malheureusement le quotidien, d'une manière ou d'une autre, de toutes les personnes qui sont autour de cette table. Et je veux parler, bien évidemment, et du harcèlement et des dégâts qui peuvent être causés par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des fois, bien évidemment, où le réseau social n'est pas qu'un lieu de rencontre, n'est pas qu'un lieu d'échange, n'est pas qu'un lieu de communication, mais qui peut avoir des côtés beaucoup plus sombres pour ça. Et quand on a monté ce Facebook Live avec Cécile Veillon, mon adjointe déléguée aux affaires scolaires, avec François Batoche, mon adjoint délégué à la sécurité, et que j'excuse puisqu'il est en formation, il ne peut pas être avec nous, on a souhaité se rapprocher des différentes professions qui sont le plus souvent possible, malheureusement, au contact de ce harcèlement, de ce problème des réseaux sociaux. Donc vous verrez, je vais les laisser se présenter, bien évidemment, ils en diront bien plus que moi, mais vous verrez qu'on a un représentant de l'Académie de Montpellier. Nous avons le plaisir d'avoir également une avocate vandargoise autour de la table, et bien sûr, mesdames et messieurs, les gendarmes qui sont soit de la brigade de Castries, soit d'une brigade beaucoup plus spécialisée sur Lunel. Voilà, donc je vais leur passer la parole pour commencer, puis ensuite on vous proposera certaines petites vidéos explicatives, et bien évidemment on répondra à toutes vos questions sur ce thème. Bonsoir, je me présente, Jean-Marc Delomo, je fais partie de l'Éducation nationale, je travaille au rectorat de l'Académie de Montpellier dans un service qu'on appelle Équipe mobile académique de sécurité. C'est un service qui a la particularité de travailler au plus près des écoles, des collèges et des lycées, en particulier sur les champs de la sécurité en milieu scolaire et des préventions des violences en milieu scolaire. Donc effectivement, nous sommes amenés à aider, accompagner, conseiller les écoles en cas de problème de harcèlement ou de cyberharcèlement, aussi de former les personnels à ce sujet-là et de mener des actions de sensibilisation dans les classes auprès des élèves. Bonsoir. Alors moi, je suis Laetitia Leroy, je suis avocat au barreau de Montpellier. Dans mon domaine d'activité, j'exerce depuis près de 13 années. J'ai deux activités dominantes, le droit pénal et l'indemnisation du préjudice corporel. Ce qui me vaut la double casquette en matière de harcèlement scolaire notamment. Je reçois les victimes lorsque je suis davantage avocat choisi pour faire indemniser le retentissement, tous les dégâts que peuvent faire le harcèlement sur des enfants comme sur des adultes. Et j'interviens au titre des commissions d'office, donc cette fois-ci en qualité d'avocat commis d'office, dans les gendarmeries et les commissariats, que ce soit à l'occasion d'auditions libres des enfants, ou bien même de garde à vue quand le harcèlement a des répercussions un peu plus conséquentes. Donc c'est à ce titre que ce soir, j'interviens sur ce thème qui me tient tant personnellement que professionnellement très à cœur. Bonsoir, je suis Cécile Veillon, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires. Donc écoutez, c'est un grand plaisir d'être là pour ce débat qui, à mon avis, est quelque chose d'extrêmement important. Plus de 700 enfants fréquentent les écoles de Vendargues. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Tout enfant peut subir un jour ou l'autre un harcèlement. Il faut être très vigilant et j'espère donc que cette réunion va nous permettre en fait de détecter et de vous aider à déceler ce qui peut coincer, ce qui peut poser problème. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je suis le capitaine Bruno Séguier, je commande la brigade de gendarmerie de Castries qui comporte 10 communes dont la commune de Vendargues. Je commencerai déjà par remercier monsieur le maire de la commune qui m'a, il y a quelques semaines de ça, contacté pour essayer de mettre en place une réunion publique via Facebook Live sur les dangers des réseaux sociaux et plus particulièrement sur le harcèlement scolaire. Donc je l'en remercie. C'est une grande première pour nous au niveau gendarmerie et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir diffuser ça aux 10 communes de notre circonscription
pour essayer de toucher les 25 établissements scolaires que comporte la gendarmerie de Castries, dont 2 collèges. Donc merci encore pour l'initiative, sachant que le harcèlement scolaire est quelque chose qui est en train de monter en puissance et sur lequel nous sommes très vigilants. Merci à vous. Donc, bonsoir à tout le monde, je me présente, je suis l'adjudante Marty Sandrine, commandant adjoint de la maison de protection des familles à Lunel. Alors nous sommes 6 gendarmes, nous intervenons dans tout le département de l'Hérault et notre mission essentielle est la prévention dans les établissements scolaires. Donc normalement nous commencions avant à l'époque au CM2. Depuis 2 ans nous commençons de faire la prévention à partir du CE2 parce que nous avons de plus en plus d'enfants qui sont détenteurs de téléphones portables où ils ont accès à Internet et donc aux réseaux sociaux assez rapidement. Donc notre travail essentiel, c'est vraiment la prévention, la sensibilisation auprès de ces jeunes. Nous faisons également, donc c'est très interactif avec ces jeunes, et nous faisons aussi des réunions avec les parents pour les sensibiliser, pour les prévenir des dangers d'Internet, de dangers d'harcèlement, de cyberharcèlement, pour que tout cela cesse. Et toutes ces réunions, les parents sont en général très contents et nous posent énormément de questions et je vais essayer ce soir de leur apporter un maximum de réponses pour prévenir quand leur enfant est susceptible d'être victime de harcèlement ou de cyberharcèlement et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, surtout s'intéresser à leurs enfants pour que cela cesse. Voilà. Bonsoir à tous, je suis gendarme Philippe Martins de la Maison de protection des familles également, depuis bientôt 14 ans. Il est vrai que l'évolution des pratiques n'a cessé de croître et en fait, effectivement, ça se déclare de plus en plus jeune, puisque maintenant, les téléphones portables, ils les ont relativement tôt. Et l'intérêt pour nous ce soir, c'est de sensibiliser surtout les parents et d'apporter des éléments de réponse quant à l'attitude qu'on peut avoir, le comportement qu'on peut adopter vis-à-vis de nos enfants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous essaierons d'apporter les meilleures réponses possibles. Merci. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis la gendarme grande de la brigade de gendarmerie de Castries. Je suis depuis l'année dernière avec l'adjudant de coin qui ne peut pas être là ce soir, la référente scolaire au sein de la brigade. Donc nous, on essaye d'avoir un lien particulier avec les chefs d'établissement scolaires de nos 10 communes pour essayer de prévenir justement sur le harcèlement et les autres problèmes qu'on peut rencontrer au sein de ces établissements. Et effectivement, malheureusement, on constate qu'il y a vraiment une augmentation de ces harcèlements, des problèmes, et que effectivement, comme l'a dit mon collègue, ça touche des enfants de plus en plus jeunes. Donc voilà, moi je suis là pour essayer de faire un lien vraiment entre les établissements et les parents, pour essayer de faire des médiations également aussi en prévention avant que le volet judiciaire ne soit abordé concernant ces harcèlements. Voilà. Comme c'était prévu, je crois qu'on va diffuser une petite vidéo de quelques secondes, c'est ça? Allez. J'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de m'arriver. Mais ça a recommencé, tous les jours. Au bureau, à la cantine. Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner. Ils étaient tous contre moi. J'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de m'arriver. Mais ça a recommencé, tous les jours. Au bureau, à la cantine. Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner. Ils étaient tous contre moi. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage d'en parler, ils ont dit que ça allait passer. Que c'était des chemins et rien de recoupant d'école. J'en peux plus. J'ai peur que ça ne passe pas. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Victime ou témoin, appelez le 3020.
je vais quand même démarrer le débat. Ce qui est intéressant à travers la vidéo, c'est quand même de comprendre ce que c'est réellement le harcèlement entre élèves. Et on voit à travers les vidéos, il faut comprendre que le harcèlement est déjà une violence que subit un élève par rapport à d'autres élèves. Et c'est une violence qui est répétée. On le voit bien dans la vidéo, c'est tous les jours, c'est en permanence où l'élève va savoir que sur le chemin de l'école ou directement dans l'école, dans la cour d'école, dans la classe, dans des lieux qui sont souvent à l'abri des vues de l'adulte, où l'élève va savoir qu'il va lui arriver des violences à la fois physiques, verbales, psychologiques, et qui a uniquement pour but, de la part des harceleurs, une intention de faire du mal. Et en même temps, le quatrième point qu'il faut retenir dans ce qu'on définit comme harcèlement, c'est que c'est une intention bien sûr de nuire, mais une volonté d'isoler, d'exclure l'élève du groupe. C'est pour ça, très souvent, on demande aux enseignants d'être observateurs, d'être vigilants, notamment par rapport à des comportements ou des changements de comportement d'élèves dans la classe, mais vous aussi, les parents, vous pouvez être en mesure d'observer les changements de comportement de votre enfant à la maison, qui peut-être un moment où votre enfant est joyeux, d'un seul coup, il va devenir un peu plus sombre, il va s'isoler dans sa chambre, il ne va pas pouvoir parler. Donc ça, c'est des signaux faibles dans lesquels vous devez être particulièrement vigilant, et à partir de là, alerter, bien sûr, l'école si votre enfant a un changement de comportement, et croiser les informations avec les enseignants, y compris dans la baisse des résultats scolaires. Donc, c'est un phénomène de violence extrêmement grave qui est un jeu à trois acteurs. C'est-à-dire, vous avez une victime qui, à un moment, on va appuyer sur une certaine fragilité, une certaine différence, sans raison valable. Et puis, vous avez de l'autre côté, vous avez un ou deux ou trois harceleurs. En général, il y a au moins un harceleur qui est un peu leader et qui va s'appuyer sur deux ou trois harceleurs, des suiveurs, comme on appelle, qui vont exécuter un peu ce que va dire le leader par rapport aux violences subies par une victime. Mais ça ne suffit pas. Il y a une dynamique dans le harcèlement où en même temps il y a un troisième acteur qu'on appelle le groupe classe. Car pour le harceleur, le harcèlement doit être un spectacle et il doit y avoir des spectateurs autour de lui. Donc le harcèlement se fait toujours avec un groupe. Et le groupe, c'est des spectateurs qui peuvent être passifs, c'est-à-dire ils vont regarder, ils ne vont rien dire parce que très souvent le harceleur joue sur une loi du silence, un rapport de force, un rapport de dominant par rapport à une victime qui va progressivement s'isoler et progressivement, notamment, subir ce qu'on appelle une perte d'estime de soi. Et ce phénomène qui peut se passer à l'école ou sur le chemin de l'école, forcément, est amplifié, notamment depuis plusieurs années par, bien sûr, les réseaux sociaux. Mais la question du harcèlement et du cyberharcèlement est très liée au fait qu'on est exactement dans le même phénomène, dans ces mêmes dynamiques à trois acteurs, entre une victime, des harceleurs et un groupe. Et derrière les réseaux sociaux, le pire pour un élève qui est victime, c'est que ça continue en permanence, chez lui, dans sa chambre, à travers son téléphone portable. Et notamment, les spectateurs ou les harceleurs, bien sûr, on joue en même temps sur l'anonymat. En école, éventuellement, on peut être repéré, mais derrière un écran, on peut complètement se lâcher sur l'ensemble des insultes, des menaces, et un élève progressivement va psychologiquement être vraiment en perte d'estime de soi. C'est intéressant quand même de commencer par une définition du harcèlement, parce que souvent les parents, vous pensez que votre enfant est harcelé très rapidement, mais il faut quand même comprendre qu'il y a un sens qu'il faut donner à ces violences qui, avant tout, ce sont des violences répétées. Donc je vais un petit peu abonder dans le sens de ce que vient de me dire M. Delormeau. Concernant le harcèlement scolaire, alors j'ai essayé de vous faire une définition la plus simple possible, sachant qu'en fait le harcèlement scolaire en tant que tel au niveau juridique n'existe pas. La loi ne prévoit pas le harcèlement scolaire. Donc à l'heure actuelle, on en parlera peut-être un peu plus tard, il y a une proposition de loi qui doit être votée à l'Assemblée nationale concernant un délit spécifique de harcèlement scolaire. À l'heure actuelle, sur le plan pénal, tout ce qui est harcèlement scolaire est poursuivi avec des infractions basiques de harcèlement normaux, on va dire. Donc c'est prévu par le code pénal et c'est manifestement de 1 à 3 ans de prison en fonction de la gravité ou de la façon dont c'est fait. Donc pour vous donner un petit peu une définition assez simplifiée mais qui revient essentiellement sur ce qui vient d'être dit, c'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique
commises par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. C'est la fréquence des propos ou des gestes qui constitue souvent le harcèlement. Donc on retrouve les 3 caractéristiques qu'on vient d'exposer. C'est une violence, une répétitivité et un isolement de la victime. Alors souvent, ces faits-là sont fondés sur quelques éléments particuliers, soit l'apparence physique, t'es gros, t'es grand, t'es petit, t'es moche, le sexe, l'identité de genre, un handicap particulier, un trouble de la communication, une appartenance à un groupe social ou à un groupe à l'école, et des centres d'intérêt différents de ceux des autres. Et souvent, les élèves entre eux vont s'appuyer là-dessus pour isoler les autres. Et 3 personnes essentiellement dans les faits de harcèlement, la victime, l'auteur et ceux qui assistent au spectacle. Donc je voulais juste vous faire toucher du doigt qu'à l'heure actuelle, malheureusement, encore souvent, auprès des parents, on entend des réponses quand on intervient dans les écoles. Les parents nous disent « Ouais, mais c'est pas grave, vous savez, ça fait des années, c'est juste des chamailleries de cours, de classe et compagnie. » Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'est plus sur des chamailleries. Il y a des désastres au niveau national, quand ça va vraiment très loin, on arrive jusqu'au suicide au niveau des élèves, et on n'est plus sur la chamaillerie. Le problème à l'heure actuelle, on va après parler du cyberharcèlement, c'est que le harcèlement qui est commis à l'école à l'encontre des élèves de petites sections, enfin petites sections de CE1, CE2, CM1, CM2, c'est des âges où ils commencent à avoir des téléphones portables et des tablettes, et ce qu'ils vivent à l'école, en fait, ils continuent de le vivre quand ils rentrent à la maison. Donc une fois qu'ils ont sorti, qu'ils ont fermé la porte de la classe à 16h, ils rentrent chez eux. Et ce qui a été fait à l'école continue une fois qu'ils rentrent à la maison. Donc ça multiplie énormément le ressenti sur la victime derrière. Donc les parents ont tendance à croire qu'en fait, ce n'est pas une infraction, mais ça reste une infraction pénale. À partir du moment où le but, c'est de nuire à l'autre personne en se moquant, en l'isolant et compagnie, malheureusement, on est souvent face à une infraction pénale. Donc on intervient, nous, dans les écoles. La gendarme Grande, qui a pris la parole tout à l'heure et qui la reprendra un peu plus tard, intervient dans les écoles pour faire de la prévention. Donc je vais laisser du coup un petit peu la parole à ma camarade de la Maison de protection des familles de Lunel, que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de la BPDJ, parce qu'ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps, voir un petit peu ce qu'ils apportent en termes de harcèlement. Et après, dans un deuxième temps, on viendra un petit peu plus particulièrement sur le cyberharcèlement, qui est une continuité tout simplement du harcèlement scolaire. Alors nous, ce qui ressort essentiellement lorsque nous faisons des préventions auprès des élèves, c'est que souvent, ils n'osent pas en parler. Voilà, c'est vraiment, en fait, ils n'osent pas en parler. Pourquoi? C'est pour protéger papa et maman. Parce qu'on n'a pas envie de leur faire de la peine. Systématiquement, après nos préventions, au moment de nos sensibilisations, les enfants viennent nous voir. Ils nous disent « J'ai été victime de ce que vous m'avez dit. Mais est-ce que tu en as parlé ?» Ben non, je ne voulais pas faire de la peine à papa et maman. Sachez que vos enfants vont tout faire pour vous protéger. Donc, parce que ils nous disent parce que vous travaillez, parce que vous n'avez pas le temps, et donc vont tout faire pour vous protéger. Donc, c'est à vous à essayer de déterminer les signes faibles notamment. On en a parlé, notamment la phobie scolaire. Vous allez avoir un enfant, et souvent ils nous le disent, ils ont mal au ventre. On a mal au ventre, on a mal au cœur, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à dormir. Donc, vous voyez des enfants qui commencent à se fatiguer de plus en plus. Parce que se sentir persécuté, être tout le temps aux aguets, c'est très fatigant. Donc on a un manque de concentration au niveau de l'enfant. On a beaucoup de pertes de sommeil. Il y a des enfants qui nous ont dit qu'ils n'arrivaient plus à dormir. Ils voyaient tout le temps les images, tout ce qu'on leur disait, les mots qui revenaient en permanence. Donc voilà, faites attention au sommeil de l'enfant. Ce mal au ventre, il va donner des prétextes. « Oh mais je suis malade, toujours. Je ne veux pas aller à l'école, tu sais, j'ai un peu mal ci, j'ai un petit peu mal par là. » Donc, voir avec l'école, si au niveau de l'infirmière, également, l'examiner pour vérifier si c'est vraiment quelque chose, effectivement, il est malade, mais bon, c'est souvent répétitif, il ne voudra plus aller à l'école. Également, les résultats scolaires qui vont de plus en plus baisser. Même la maîtresse va peut-être s'en rendre compte, donc n'hésitez pas à contacter la maîtresse, le maître de votre enfant, voir comment se passent les résultats scolaires, s'il y a des chutes, des troubles de comportement. C'est un enfant qui participait en classe, d'un coup ne participe plus, reste de plus en plus en retrait. Donc il ne faut pas hésiter à contacter vraiment sa maîtresse, son maître. Ensuite, faites attention, donc je vous ai dit, au sommeil. Et ensuite, si vous avez un enfant qui, normalement, pendant le repas ou quand vous rentrez de l'école, il vous parlait, il était très dynamique, normal, quoi. Voilà, il vous parle normalement. C'est un enfant qui ne vous parle plus, qui ne vous dit plus ce qu'il fait à l'école, qui s'isole de plus en plus dans sa chambre,
qui vient au repas mais qui ne parle pas. Vous le voyez triste, hein, et vous dit qu'il n'a pas d'amis. Donc n'hésitez pas à lui dire ce qui se passe lorsqu'il est en récréation, à l'école, s'il participe. Voilà, vous aurez des petites réponses. Hein. Sans vous en rendre compte, il va vous dire qu'il se passe quelque chose. Donc n'hésitez pas. Voilà, il faut vraiment garder le dialogue avec votre enfant, surveiller votre enfant et lui expliquer. La prévention, c'est à vous également de la faire. Il ne faut pas attendre malheureusement que votre enfant soit victime de harcèlement. J'espère que ça ne se passera jamais. Mais il ne faut pas hésiter à en parler. Et on le dit de plus en plus tôt, aux alentours de 8 ans, parce que nous avons des écoles qui nous demandent à venir faire une prévention à partir du CE2 pour du harcèlement. On a déjà des enfants qui n'osent même plus sortir de l'école, ils sont persécutés. Voilà, donc dès le CE2, je dirais 8 ans, 9 ans, il ne faut pas hésiter à commencer à parler de son enfant, voilà, de cette prévention, et c'est vous qui allez la faire. Et c'est très important de garder ce dialogue avec votre enfant, de l'observer et de dialoguer avec lui. Voilà. Allô, ouais. Je me permets juste de rajouter effectivement qu'au travers de tout ça, le point essentiel, c'est la communication, de remettre la communication au centre de la famille et l'échange avec les parents, parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous rendre compte, en étant présent, en posant des questions, même sur des discussions, des échanges relativement simples avec vos enfants. La problématique, c'est qu'ils ne vont pas forcément effectivement venir vers vous en cas d'incident parce qu'ils n'ont pas envie de vous toucher, de vous affecter. Ils vont souvent se retourner vers la maîtresse ou sur des intervenants extérieurs. C'est pour ça aussi qu'ils ont tendance à venir nous voir à la fin des actions de prévention, parce qu'ils ont une problématique et ils veulent en discuter avec nous. Cette communication, elle est vraiment essentielle parce que ça va permettre de continuer à maintenir le lien, parce qu'ils vont glisser tout doucement vers l'adolescence. Et c'est un facteur important parce qu'il y a un changement fondamental qui va s'opérer chez eux. Et si vous avez mis en place cette relation, cet échange, cette relation de confiance avec eux et que vous la maintenez coûte que coûte, même si face à la crise d'adolescence, ils sont un petit peu en décrochage en termes d'échange avec vous. Si vous maintenez ce lien, ils vont venir beaucoup plus facilement. Et même s'ils se tournent vers quelqu'un d'autre parce qu'ils ne veulent pas vous affecter, ils sauront que vous êtes là à tout moment et que le moment venu, ils se décideront à venir vous en parler s'ils ont une problématique en particulier. Oui, j'aimerais rajouter juste par rapport à tout ce qui a été dit, ce qui est important en tant que parent, parce que vous pouvez vous êtes parent d'une victime. Très souvent, ça a été dit, la victime va s'isoler, ne va pas vouloir parler pour différentes raisons. Mais rappelez-vous qu'en même temps, il y a la classe. La classe, les élèves voient des choses. Et donc, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez avoir des élèves témoins. Et donc, vous pouvez être parent d'élèves témoins. Et soyez à l'écoute, posez des questions. Et si à un moment, l'un de vos enfants vous dit « Tiens, j'ai un camarade de ma classe ou un copain de ma classe qui se fait régulièrement embêter », eh ben, c'est une réaction pour vous d'aller en parler à la maîtresse. Car très souvent, c'est par le biais des témoins, donc des élèves qui n'acceptent pas, mais qui sont seuls et qui n'osent pas aller vers le harceleur parce que s'ils sont seuls, ils savent que forcément le harcèlement peut se retourner contre eux. Et donc, c'est à plusieurs, et en croisant les informations, si vous avez plusieurs témoins, donc si vous êtes parent d'élèves témoins qui à un moment vous font, dans la conversation, remonter le fait qu'un copain de classe ou une copine de classe est régulièrement embêté, régulièrement subit des violences, là aussi, c'est votre rôle d'aller informer l'école sur ce qui se passe ou comment un élève peut être régulièrement victime dans la classe ou au sein de l'école. Très bien, merci pour ce premier tour de table. Donc, vous avez vu, une chose importante, c'est d'être tout le temps dans la prévention, tout le temps d'être dans l'anticipation, tout le temps faire attention à ces comportements que l'on peut des fois mettre sur le coup de la fatigue et qui sont beaucoup plus profonds que ça. Donc, si vous voulez, on va mettre à l'écran une seconde vidéo, puis les autres intervenants prendront la parole. Et puis, on attend bien évidemment toutes vos questions.
aurait pu savoir que on n'aurait rien pu faire. Si. Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler. Vous venez de voir du coup une petite vidéo d'une trentaine de secondes et qui normalement fait un peu plus de 2 minutes. L'idée, ce n'était pas de vous montrer des vidéos trop longues non plus pour vous expliquer ce qu'est le cyberharcèlement. Alors comme on a pu le faire pour le harcèlement scolaire, je vais essayer de vous donner une définition assez simple du cyberharcèlement. Étant entendu que, toujours pareil, c'est prévu par le code pénal, ce n'est pas une infraction spécifique, tout comme le harcèlement scolaire. Maintenant, ça reste un délit qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison pour l'auteur des faits. Donc on parle de cyberharcèlement lorsqu'une ou plusieurs personnes utilisent les moyens de communication numérique pour porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne qui ne peut pas facilement se défendre seule de manière délibérée et répétée dans le temps. On distingue en fait le harcèlement scolaire du cyberharcèlement par une diffusion massive et instantanée à un très large public qui souvent va au-delà de ce qu'espérait l'auteur. Le harcèlement scolaire, finalement, se subit à l'école, il va se prolonger au domicile de la victime. Et le harceleur, contrairement au harcèlement scolaire, il peut rester anonyme sur les réseaux sociaux. Donc c'est des grosses différences par rapport au harcèlement scolaire classique. Alors comment est-ce qu'on peut cyberharceler quelqu'un ou détecter du cyberharcèlement? Généralement, le cyberharcèlement, c'est utilisé sur les téléphones portables de vos enfants, sur les messageries instantanées. Alors je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, et puis les toutes dernières, je commence un peu à avoir de l'âge, donc je ne les connais pas toutes. Sur les forums de discussion, sur les chats, sur les jeux en ligne, ça on n'y pense pas souvent, mais quand vous jouez sur PlayStation ou sur Xbox sans faire de publicité, il y a des forums de jeux, on peut aussi harceler les gens sur les forums de jeux. Via les courriers électroniques, donc les mails, si on est un peu plus anglophone, sur les réseaux sociaux classiques, donc Facebook, c'est pour les plus vieux, maintenant je sais que c'est plutôt du TikTok, du Instagram et compagnie. Sur les sites de partage de photographies, donc typiquement Instagram, et sur les blogs. Donc le cyberharcèlement, il revêt en fait plusieurs formes. Tout ce qui est moyen de communication peut être utilisé pour nuire à autrui en termes de cyberharcèlement. Généralement, ça prend plusieurs formes, soit des intimidations, des insultes, des moqueries ou des menaces. La diffusion de rumeurs, vous avez dû le voir certainement sur les réseaux, un tel fait coucher avec un tel, je parle des ados généralement, où un tel a eu une relation, même si c'est faux. Le piratage de compte ou l'usurpation d'identité, donc là c'est plus une partie technique où il faut arriver à pirater quand même le compte d'un ado. Alors je dirais ado, mais on verra un peu plus tard que finalement ça commence quand même beaucoup plus tôt. À partir du CM1, CM2, malheureusement, à partir du moment où on a un téléphone, on est susceptible d'être victime ou auteur de cyberharcèlement. Et généralement, on se rend compte que chez les adolescents, par amitié, ils s'échangent les mots de passe de leur compte. Et du coup, une fois qu'on a donné le mot de passe de son compte Instagram ou son compte TikTok, on peut être facilement harcelé ou se faire passer pour autrui et déclencher une vague importante de cyberharcèlement. Et sinon, la création d'un groupe, d'une page ou d'un sujet de discussion. Et contrairement à ce que les gens pensent, donc c'est pour ça que je voulais aussi insister dessus, le cyberharcèlement peut être poursuivi même si c'est fait sur des réseaux privés. Donc on a l'impression qu'on peut poursuivre sur du cyberharcèlement uniquement si c'est sur des pages publiques, style Facebook. En gros, je vais publier et n'importe qui peut voir la discussion, mais pas que. À partir du moment où vous allez créer un groupe de discussion entre amis sur WhatsApp ou autre et qu'on commence à harceler une personne, même si le réseau est fermé, vous êtes sur un groupe de 20 personnes, on s'en prend à une du groupe et c'est privé, c'est entre amis, c'est une discussion, on est aussi face à du cyberharcèlement. Et particularité, avant de laisser la parole à mes camarades sur lesquels j'insisterai, c'est contrairement au harcèlement scolaire, le cyberharcèlement peut être poursuivi à partir du moment où vous avez fait une seule fois l'infraction. Je m'explique. Je vais poster, on vient de le voir dans la vidéo, je vais poster une photo à l'insu de la personne qui l'a prise sur les réseaux sociaux. Elle se dénude un petit peu, j'envoie la photo, je la partage à mes camarades. Tous ceux qui vont la liker derrière, même si on la like qu'une fois, on n'est pas à l'origine de la photo, peuvent être poursuivis pénalement. Donc je ne vais pas rentrer dans les débats. Le sujet de la jeune Mila qui avait eu des propos sur l'islam il y a quelque temps, il y a eu un procès qui s'est tenu et plusieurs personnes qui avaient juste liké une seule fois les propos qui étaient dits sur les réseaux sociaux ont été poursuivis par la justice. Donc contrairement au harcèlement où on doit avoir de façon répétée des gestes envers la personne, le harcèlement scolaire, en cyberharcèlement, il suffit de liker une photo. À partir du moment où on like, on sait très bien qu'on participe à un fait de harcèlement par le fait qu'il y en ait plusieurs de faits en peu de temps et on peut être poursuivi au niveau pénal. Donc sensibilisez vos enfants sur le fait qu'à partir du moment où ils vont liker ou vont participer ne serait-ce qu'une fois ou partager une photo à l'insu de la personne,
ils peuvent être poursuivis pour ces faits-là aussi. C'est pas parce qu'ils ont juste partagé qu'ils ne seront pas poursuivis. On a une première question là à l'écran, donc je ne sais pas qui est-ce qui veut y répondre. Oui. Donc, y a-t-il des plaquettes de conseil aux parents en prévention détection de harcèlement? Alors, vous avez e-enfance. E-enfance qui est sur Internet, c'est E-6 enfance, qui vraiment explique énormément, et vous avez tout.org, oui, où vous avez vraiment tous les conseils pour détecter comment, si votre enfant est victime de harcèlement, comment faire, comment prendre conseil auprès de la gendarmerie ou bien auprès de l'établissement scolaire. Voilà, vous avez vraiment e-enfance est vraiment très très bien fait. C'est autant pour les parents que pour les enfants. Les enfants se posent des questions, ils peuvent accéder également. C'est vraiment très bien fait. Surtout les questions que nous posent les enfants. Il y a les réponses. C'est les questions que se posent les parents. Vous avez les réponses également. C'est vraiment une base. Donc n'hésitez pas à consulter ce site. C'est e-enfance.org. C'est bien ça ? Donc, surtout, concernant Internet, il faut que vraiment vous vous intéressiez à ce qu'ils font. Donc, il faut familiariser votre enfant aux usages numériques, s'intéresser à ce qu'ils font. Donc, allez-y avec eux. Avant 13 ans, vos enfants n'ont rien à faire sur Internet tout seuls. C'est comme si vous lâchiez les enfants dans la rue tout seuls. C'est exactement la même chose. Donc, je vous tenais à vous préciser, parce qu'on ne l'a pas signalé, au CM2, nous faisons passer le permis Internet. Donc, le permis Internet, justement, c'est une association en partenariat avec l'Éducation nationale, où nous faisons d'abord notre prévention sur les dangers d'Internet. Et c'est un programme que reprend l'instituteur avec les enfants, où il parle des dangers d'Internet, et surtout de bien se comporter sur Internet. Et c'est vraiment la comparaison entre la rue et ce qui se passe sur Internet. Quand vous croisez une personne dans la rue, est-ce que vous l'insultez? Est-ce que vous lui dites bonjour? Est-ce que vous lui donnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse? Est-ce que vous lui donnez des photos de vous? C'est exactement la même chose qui se passe sur le permis Internet. On simule, voilà, c'est vraiment la dissociation entre la rue, ce qui se passe dans la rue, et comme ce qui peut se passer sur Internet. Donc, sachez que vous avez accès sur un permis Internet, sur Internet également. Donc, vous pouvez y voir exactement tout ce qui s'y passe. Et nous, au cours de nos préventions, nous essayons de faire toutes les classes de CM2 du secteur gendarmerie pour préparer ce permis Internet. Et à la fin, ils ont un petit diplôme et les enfants sont vraiment contents. Voilà, donc vraiment familiariser vos enfants avec les dangers et notamment les usages numériques. Les accompagner, on les accompagne. On apprend à nos enfants à bien se comporter. On n'insulte pas, je suis désolée, mais on leur apprend à bien se comporter sur Internet. Les conséquences de leur acte, des photos qu'ils mettent. Les dernières fois que nous avons eu une intervention, c'était des garçons. On pense toujours aux filles qui envoient des photos. Je suis désolée, il y a des garçons qui envoient des photos. Et ces deux garçons avaient une telle pression, et c'est des filles qui ont demandé des photos de nus de ces garçons. Et qu'est-ce qu'elles ont fait de ces photos? Elles les ont diffusées auprès de toute l'école primaire. Nous étions chez les CM1, CM2. Donc, il ne faut pas croire que ça touche que des grands enfants, que des 13 ans, 14 ans. Malheureusement, ça touche maintenant du 10 ans, du 8 ans, 9 ans, 11 ans. Ensuite, ce qui est très important, c'est installer le contrôle parental. Alors, sur e-enfance, vous avez comment installer le contrôle parental. Il vous explique tout, que ce soit sur les téléphones portables, que ce soit sur les ordinateurs, que ce soit sur les box. Il vous explique, suivant ce que vous avez comme matériel, comment mettre ce contrôle parental. C'est vraiment important. Ce contrôle parental va vraiment cibler les sites où vos enfants ne pourront pas aller, et surtout aussi concernant le temps de connexion qui est très important. Parce que malheureusement, Internet, quand on les laisse tout seuls, on y passe 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ils ne voient pas le temps passer. Et dès le départ, quand vous mettez un téléphone, quand vous mettez Internet dans les mains de vos enfants, il faut vraiment avoir un pacte avec vos enfants. On met tant de temps
sur Internet. On n'y passe pas tant de temps. On reste avec lui. En dessous de 13 ans, on reste avec l'enfant. On l'accompagne. On ne le laisse pas seul. Je reviens sur ça. C'est comme si vous laissiez votre enfant tout seul dans la rue. Il aura les mêmes dangers. Il y aura des inconnus qui vont venir à leur rencontre. C'est exactement la même chose que dans la rue. Vous allez avoir un mauvais comportement. Ils peuvent être victimes de cyberharcèlement. On peut prendre leurs photos et puis les changer. Souvent, les enfants nous parlent de ça. J'ai trouvé une photo de moi avec un corps de singe, voilà, pour que ça parte dans du cyberharcèlement. Systématiquement, les enfants, certains, n'ont aucune empathie. Aucune. On s'en aperçoit lorsque nous allons dans des établissements scolaires et ça commence très tôt. Et ça peut avoir des conséquences parce que ces enfants, si on ne les arrête pas, ils continuent. Il y aura d'autres victimes de harcèlement. Et ensuite, ça a des conséquences. Nous avons eu le cas d'un jeune garçon qui ne comprenait pas, qui n'arrêtait pas d'harceler des jeunes filles et des garçons, mais vraiment très méchamment. Du coup, le professeur l'a bloqué au niveau de ses résultats scolaires. Et ce jeune qui voulait partir en 6e pour ensuite faire du foot, ça a été fini pour lui. Donc, ça a des conséquences aussi sur son avenir. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter deux, trois petites choses pour venir en complément de ma collègue. Cette notion d'accompagnement sur Internet, elle doit être déterminante de votre part. On parle d'éducation des parents, mais l'éducation Internet, elle est tout aussi importante. Vous devez absolument les accompagner dans les apprentissages, et y compris l'apprentissage d'Internet. Le contrôle parental. Alors, moi, j'y mets un petit bémol dans la mesure où, oui, il y a tout un tas de logiciels qui sont proposés, qui sont très bien. Mais il ne faut pas oublier que dans le contrôle parental, le mot le plus important, c'est parental. Et que le meilleur contrôle parental, c'est vous. C'est un garde-fou, le contrôle parental, mais vous devez avoir absolument un œil sur ce que font vos enfants. Ce n'est pas de l'espionnage, ce n'est pas du flicage, c'est de l'accompagnement. Et si vous avez établi une relation de confiance avec vos enfants, avec votre enfant, il n'y a pas de raison qu'il n'adhère pas aux principes que vous avez établis, comme les règles que vous établissez à la maison. Il doit y avoir des règles sur l'usage d'Internet. Et puis, je terminerai sur cette notion d'âge. On parle d'âge pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Oui, jusqu'au 1er janvier 2019, c'était 13 ans. Mais le RGPD, le règlement sur la général de la protection des données, a estimé que chaque pays de l'Union européenne devait établir un âge requis pour pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux. Et la France est plutôt positionnée sur 15 ans, dans la mesure où, pour s'inscrire tout seul. Et que si les jeunes veulent s'inscrire avant, c'est accompagné et c'est qu'à partir de 13 ans. Voilà, donc c'est pour ça que c'est si important de les accompagner, de les former aux usages d'Internet et aux usages des réseaux sociaux, parce que on parlait tout à l'heure, le capitaine parlait de cette notion de privé. Je m'interdis en prévention de parler de choses privées, parce que j'estime qu'Internet, c'est un espace public et que d'une manière ou d'une autre, même si pendant un certain temps, il y a des choses qui peuvent être considérées comme privées, elles peuvent fuiter, elles peuvent nous échapper, elles peuvent échapper à tout le monde. Et qu'à ce moment-là, à partir du moment où ça devient public, ça devient compliqué de rattraper les choses. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas de date de péremption sur les usages et sur ce qu'on y vu sur Internet, ce qui fait que ça laisse des traces indélébiles et que c'est après compliqué de rattraper les choses. Et je terminerai juste en disant que e-enfance, non seulement c'est un support Internet avec beaucoup de questions et de réponses et de méthodes pour essayer de s'en sortir le mieux possible, mais vous avez aussi le numéro de téléphone, le 3018, qui appartient aussi, qui dépend aussi d'e-enfance, qui est Net Écoute, où vous pouvez demander conseil. Et qu'en cas de problématiques rencontrées sur Internet, surtout ne pas effacer les contenus, parce qu'en les contactant, on peut aussi agir sur l'effacement du contenu, et que si on efface beaucoup de choses, c'est après compliqué de pouvoir agir. Alors, donc moi, en ma qualité d'avocat, je vais répondre à une question qui a été posée, qui est très intéressante, d'une petite fille de 10 ans qui demande si on est témoin de harcèlement, comment aider. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette question-là. La première, au niveau de l'âge.
une petite fille de 10 ans, c'est très intéressant puisque ce que vous devez savoir, c'est que dès l'âge de 10 ans, on peut être placé, enfin pas placé en garde à vue, c'est à partir de 13 ans, mais on peut faire l'objet d'une convocation en gendarmerie ou au commissariat pour une audition libre. Alors c'est pas un régime coercitif, on peut quitter les lieux à tout moment. On est entendu librement en présence de ses représentants légaux. C'est très strictement encadré par la loi parce que évidemment on va sur des justiciables qui sont de plus en plus jeunes. Donc l'âge de 10 ans voilà, est vraiment très intéressant. Il n'y a pas de sanction pénale avant l'âge de 13 ans, mais en revanche, les parents et même les enfants ignorent assez souvent que quand même, dès l'âge de 10 ans, ils peuvent être entendus en audition libre. Comment aider par rapport au harcèlement? Alors, on est déjà là dans le cas d'une prévention qui a échoué parce que l'infraction est consommée. Moi, je voudrais partager cette expérience avec vous. J'ai été avocat commis d'office d'une très jeune fille qui avait 12 ans de mémoire, qui était placée, elle, justement, non pas en garde à vue, mais en audition libre, pour avoir frappé une camarade de classe qui harcelait un de ses copains. Donc évidemment que la réponse quand on veut aider un enfant qui est harcelé, ce n'est pas de frapper. Mais j'ai été très interpellée, très choquée, très interloquée de savoir pourquoi elle avait eu ce comportement violent, alors que c'était pas une élève turbulente, bon résultat scolaire, pas de difficulté. Donc j'ai investi la mesure et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé mais pourquoi avoir frappé? Et elle pleurait énormément. J'étais devant vraiment une enfant qui était désemparée et qui en était venue à la violence parce qu'elle n'avait pas trouvé d'autres leviers pour justement aider son camarade. Alors dans ces cas-là, ce que vous devez savoir, c'est que les avocats ont un rôle à jouer. Donc là, en l'occurrence, je suis intervenue pour cette jeune fille en audition libre, évidemment, pour la réponse pénale qui serait éventuellement apportée, qui a été un simple rappel à la loi en l'occurrence. Mais surtout, j'ai eu à cœur, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mes confrères, d'intervenir ensuite, parce que ce que m'a confié cette jeune fille, en qualité d'avocat, je ne pouvais pas l'entendre. Elle m'expliquait qu'en fait, elle avait dénoncé ces comportements-là, d'abord à un référent. Donc moi, ce que je veux dire à cette petite fille, d'abord, sur comment aider, le premier réflexe, c'est d'aller voir non pas un parent, mais un adulte référent. Ce qu'on appelle l'adulte référent, c'est celui en quel l'enfant aura confiance. Ce n'est pas forcément papa, ce n'est pas forcément maman, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un adulte, quel soit-il, de son entourage plus ou moins proche, mais en qui il a confiance. Confiance, c'est important parce qu'en fait, il va lui reconnaître, s'il lui accorde sa confiance, et qu'il lui reconnaît la compétence de l'aider. Donc si, malheureusement, cet adulte référent n'apporte pas la réponse, et on n'est pas parfait, on essaye de faire ce qu'on peut, mais on n'est pas toujours parfait, et en tant que référent adulte, on n'a pas toujours non plus les bons réflexes, et ce qui était le cas pour cette jeune fille que j'assistais, puisqu'elle était allée en parler d'abord. Je crois que c'était à une aide ménagère de son collège avec qui elle avait des affinités particulières, en disant, tu sais, mon copain, c'est le plus petit de la classe, on n'arrête pas de l'embêter parce qu'il est ci ou il est mi, peu importe l'objet des brimades. Il n'y avait pas eu spécialement de répercussions. Elle en avait alors parlé aux surveillants de la cour de récréation. Pas davantage de réaction. Elle en avait parlé alors au conseiller principal d'éducation. Pas spécialement de réaction. Et alors, elle a fini par en parler à sa maman, qui m'avait indiqué en audition à l'occasion de l'entretien avec sa fille, puisqu'elle était présente en entretien avec moi. Elle m'indiquait alors qu'elle s'était rapprochée de la direction du collège pour dénoncer ce comportement, en disant, écoutez, c'est pas mon fils, mais il y a ce petit garçon qui est ami avec ma fille, qui dit qu'il pense au suicide, qu'il n'est pas bien, il pleure beaucoup, il n'ose plus aller en récréation. Voilà ce à quoi ce qui a été dénoncé précédemment, hein, la première sensibilité d'un enfant qui est harcelé, elle est ici. Il n'y avait pas eu davantage, encore une fois, de réponse. Donc là, force est de constater, ça peut arriver que dans ces cas-là, on ait demandé de l'aide et que l'aide ne soit pas venue.
C'est à ce moment-là, je pense que les avocats, nous avons notre place, puisque la réponse que j'ai apportée pour cette jeune fille, ça a été d'adresser un courrier recommandé à la direction du collège pour dire voilà ce qui m'est rapporté, voilà de quel élève on parle. Et à partir de là, à partir du moment où ce courrier-là vous a été adressé par courrier recommandé, vous ne pouvez plus ignorer, vous ne pourrez plus dire s'il se passe quoi que ce soit pour cet enfant-là, vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant. Vous ne pourrez plus le dire. Et à partir de là, ça y est, à partir de ce courrier-là, une réponse a été apportée. Ce qui est regrettable, c'est que cette jeune fille a fait l'objet d'une audition libre. Il y a eu cet enchaînement pour elle. Elle a été sanctionnée, donc ça a été l'occasion d'apprendre qu'on ne répond pas, on ne protège pas en étant soi-même dans la violence. Ce n'est pas une réponse appropriée, mais on est arrivé ici parce qu'elle était démunie. La solution, elle est apportée. Donc, ce que je veux indiquer et ce sur quoi je veux insister et ce que je voudrais développer, c'est l'accès à l'avocat. Il faut que chacun sache qu'il y a des permanences juridiques gratuites. Il y a aussi nombre de cabinets d'avocats qui proposent des premières consultations gratuites. Ne pensez pas que l'avocat n'est pas accessible. C'est encore très peu répandu. On n'a pas forcément toujours très bonne presse, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, mais la réalité, elle est là. On est aussi là pour vous aider, pour vous apporter les outils juridiques, pour que les situations ne débordent ni entre nos enfants, ni entre les parents. Parce que ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui s'en mêlent entre eux et qui se battent, ce qui est absolument regrettable, qui se battent pour régler les problèmes de leurs enfants. Donc on ne peut pas en arriver à de telles proportions. On est aussi là, avocats et autres acteurs indiqués par les services de gendarmerie, on est aussi là pour apporter des réponses, faire évoluer. La réalité de notre métier, elle est aussi là. On s'adapte. Les acteurs juridiques, on s'adapte. Donc juste un petit laïus pour faire un point de droit sur le droit pénal des mineurs. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans mon propos liminaire, le droit pénal des mineurs a longtemps été régi par une ordonnance de 1945 qui était désuète. Elle a fait l'objet d'une profonde réforme. Et on parle aujourd'hui non plus de cette ordonnance de 1945, mais du code pénal de la justice des mineurs. Donc, un enfant est responsable pénalement. Donc ça, c'est important. Il est responsable pénalement, cet enfant, dès qu'il est capable de discernement. Le discernement, le mineur de 13 ans, de plus de 13 ans, a une présomption de discernement. Ça ne veut pas dire qu'on exclut un discernement chez les enfants plus jeunes, ça veut dire qu'il y a une présomption de discernement dès l'âge de 13 ans. À partir de l'âge de 13 ans, donc, un enfant peut être placé en garde à vue. Il y a des régimes dérogatoires, effectivement, à mesure que le mineur se rapproche des jeunes majeurs, mais dès l'âge de 13 ans, on peut être placé en garde à vue. Les mesures qui sont prononcées contre les mineurs sont avant tout des sanctions éducatives, mais il faut savoir qu'on n'exclut pas, dans les répressions des mineurs, et surtout à mesure qu'ils se rapprochent de la majorité, on n'exclut pas des sanctions pénales, donc réduites de moitié par rapport aux sanctions courues pour des majeurs, mais donc il y a des vraies réponses pénales. Une réponse pénale n'exclut pas non plus que les établissements scolaires prononcent des mesures administratives contre les élèves. Donc il ne faut pas... j'ai certains parents qui ont été étonnés que l'élève ait fait à la fois l'objet d'une sanction pénale et à la fois l'objet d'un renvoi de l'établissement scolaire. Il n'y a pas de double condamnation. On considère que c'est une sanction administrative, une sanction judiciaire. Donc on peut considérer que c'est la double peine, mais en tous les cas, elle a été légalisée par le système judiciaire actuel. Que vous dire d'autre ? Le droit est en perpétuelle évolution et encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que si le harcèlement scolaire est puni effectivement d'une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement, selon les dégâts qui sont occasionnés, et là j'attire votre attention, on a parlé de l'affaire Mila, mais il y a aussi l'affaire Evaël, cette très jeune fille qui s'est suicidée. Il faut que vous sachiez que dans ce cas de figure particulier, il y a une ouverture d'instruction. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui est saisi de cette affaire et qu'à mesure que les comportements se diversifient,
que les conséquences, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, sont de plus en plus importantes, la justice frappe aussi plus large, de manière plus large, plus largement. On élargit le spectre et on vient mettre aujourd'hui en examen, non pas simplement les auteurs du harcèlement, mais ceux qu'on considère comme défaillants. Donc là, dans l'affaire d'Evaëlle, on a une mise en examen d'un adulte référent du collège dans lequel elle était. Sa responsabilité n'est pas encore engagée parce qu'on est au stade de l'instruction. En revanche, elle s'expose à un renvoi devant les juridictions répressives. Une dernière chose, et je terminerai mon propos là-dessus, je sais que certains de mes confrères montent au créneau actuellement pour faire reconnaître, donc, comme le disait le capitaine Séguier tout à l'heure, il n'y a pas encore de délit propre au harcèlement scolaire. Effectivement, c'est le harcèlement dans sa manière générale, générique. Mais ça va arriver, c'est en train de passer. Il va y avoir ce délit spécifique du harcèlement scolaire. Et surtout, là où les avocats montent au créneau, c'est pour faire reconnaître qu'en cas de suicide, on veut, c'est le souhait de beaucoup de mes confrères, on veut qu'il y ait la reconnaissance du délit d'homicide volontaire. On n'y est pas encore, on y travaille. En revanche, en tant qu'avocat, on est aussi acteur du droit et on agit devant les juridictions en ce sens pour faire bouger les lois. On n'est pas à l'origine des lois, mais en revanche, on a vraiment un rôle à jouer et c'est en train d'appuyer, c'est en train d'émerger. Donc ça n'existe pas encore, mais ça doit attirer l'attention de chacun. À mesure que les comportements évoluent, la loi évolue. Et les avocats se mobilisent aussi. Je vais peut-être répondre là parce qu'il y a des questions au niveau des écoles. Et donc je me rends compte qu'en fait, une fois que les faits de harcèlement sont avérés, le plus compliqué, c'est de libérer la parole de l'enfant, en fait. Donc les parents s'interrogent. Donc effectivement, je remercie la gendarmerie que nous sollicitons, que les écoles sollicitent pour faire des interventions au niveau des écoles, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'à l'issue de ces interventions, il y a effectivement des enfants qui viennent vous voir et qui vous disent des faits qui se sont passés et qui posent problème. Je pense qu'il y a des numéros verts, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc il faut donner le maximum d'informations au niveau de l'école. C'est ce que je vais m'engager à faire au niveau des écoles de Vendargues, pour qu'effectivement, lorsqu'il y a un souci, les enfants ou les parents sachent effectivement à qui se référer. C'est quelque chose qui est très important. Donc je pense qu'il y a des numéros, on va peut-être mettre des affiches, peut-être des prospectus. Il y a effectivement l'Internet, mais peut-être des choses plus pratiques que les enfants auxquelles les enfants pourront accéder. La fiche non harcèlement, la fiche 32.0. J'en profite en même temps parce qu'il y a un certain nombre de questions qui font appel à voir si dans les écoles il y a des interventions, comment signaler, comment alerter. Il y a une affiche de sensibilisation qui s'appelle non harcèlement. Tout à l'heure, on vous a parlé d'un site concernant le cyberharcèlement et Internet. Il faut le savoir que vous avez déjà un site de l'éducation nationale qui est très bien fait, et qui s'appelle education.gouv.fr non au harcèlement. Et sur ce site-là, vous avez à la fois, si vous êtes parent, si vous êtes élève ou si vous êtes professionnel éducation nationale, vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions, en particulier en fonction des situations. Par exemple, si vous êtes témoin pour un élève, si vous êtes témoin, si vous êtes victime, vous avez une fiche qui répond à un certain nombre de vos questions. Pour les parents, si vous êtes parent de témoins, si vous êtes parent de victimes, si vous êtes parent d'auteurs, sur ce site, vous trouvez des réponses, notamment un comportement à avoir qui, avant tout, c'est d'alerter le professionnel de l'école qui, lui, est formé, sensibilisé et qui est en mesure d'agir auprès de la classe et auprès des élèves. Avant effectivement de passer par une phase, je dirais, gendarmerie ou avocat, il faut savoir que la résolution du harcèlement est avant tout une affaire d'éducation, une affaire éducative. Et là, moi, je travaille dans mon service au niveau de l'Académie de Montpellier, donc sur les 5 départements de l'Académie de Montpellier. Le numéro 3020, effectivement, qui est un numéro à retenir, parce que c'est une plateforme d'appel, numéro vert,
qui vous permet en tant que parent, ou même pour les élèves, il faut savoir qu'au niveau de mon service, on reçoit les appels à la fois au niveau de la plateforme nationale, mais aussi au niveau de la plateforme académique. Donc même si vous faites le 30-20, on vous orientera vers le numéro qu'il faut faire pour arriver sur l'Académie de Montpellier. Et c'est exactement, c'est pas très loin d'où je travaille, puisque c'est en face de mon bureau, où la personne qui est secrétaire de notre service reçoit les appels. Et à partir de là, il y a toute une procédure de signalement, puisque dans chaque département, vous avez un référent départemental harcèlement qui va prendre, qui va avoir la lecture de votre signalement et qui va agir directement auprès des écoles, des collèges, du lycée pour avant tout résoudre cette situation, mais sur le plan éducatif et pédagogique. Il y a des interventions en classe, il y a des sensibilisations, il y a des documents. Effectivement, il y avait une question sur y a-t-il des documents. Effectivement, moi-même, j'ai l'occasion de régulièrement d'intervenir dans les classes, plutôt CM1, CM2. Pourquoi ? Parce qu'on fait le lien avec le collège pour sensibiliser les élèves. Effectivement, lorsqu'ils vont arriver en collège, ils vont être les petits parmi les grands. Donc, ils vont arriver 6e, ils peuvent être à ce moment-là embêtés par des plus grands. Donc, à partir de là, à l'issue de cette séance de sensibilisation, on fait réagir les élèves à partir aussi de vidéos, au même titre que c'est la même chose que fait la gendarmerie. Et ben, nous distribuons un ensemble de plaquettes, d'affiches de sensibilisation à la fois sur les réactions à avoir en cas de harcèlement ou en cas de cyberharcèlement. Il faut savoir, là aussi pour votre information, qu'au niveau du ministère, à l'heure actuelle, il y a un nouveau programme qui a été médiatisé, qui s'appelle le programme phare, et vous pouvez aller sur Internet, vous mettez phare, petit p, H-A-R en majuscule E, vous avez tous les éléments d'appréciation et puis pour votre connaissance, savoir exactement, c'est un programme qui s'engage, qui est déjà engagé et qui va s'engager encore pour l'année prochaine, qui consiste à la fois pour les écoles à former des équipes d'enseignants à mieux appréhender, et notamment à travers une méthode de résolution, de pouvoir agir en amont même du harcèlement, ce qu'on appelle l'intimidation. Donc une formation des personnels par école, et un VONDAG, les personnels de l'école sont formés à cette méthode et en même temps sont formés aussi à mieux détecter les situations d'intimidation et de harcèlement. Et au collège, il faut savoir que les collèges, il va y avoir des collégiens qu'on appelle ambassadeurs, qui vont être formés aussi pour être des relais entre les élèves comme témoins, mais qui vont être des relais entre les élèves qui peuvent être potentiellement victimes et puis les adultes dans la résolution et surtout dans la remontée des informations pour dénoncer ces faits d'avancement. Et dénoncer avant tout, c'est pas, comme on dit souvent, on entend souvent dans les classes, c'est pas balancer. Dénoncer, c'est dénoncer. Je vois quelque chose qui me paraît grave, eh ben, je vais alerter l'adulte, ma famille, un copain, une copine, pour que l'adulte prenne en compte cette information, parce que j'estime, et dans les classes, lorsqu'on dit vous dénoncez un fait, vous faites un acte citoyen. C'est important en même temps toujours d'y mettre la part éducative dans la résolution de harcèlement. Et par expérience, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans ce service, 90% des situations détectées sont réglées déjà d'une manière éducative et pédagogique, car très souvent, les élèves n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire auprès des élèves. Après, vous avez toujours une minorité d'élèves, effectivement, qui ne comprennent pas, malgré l'ensemble des mesures qu'on peut faire en classe et vis-à-vis de ces élèves harceleurs. Et là, effectivement, on passe dans une autre dimension, qui est les dimensions, je dirais, via ce que vous a expliqué la gendarmerie ou ce que vous a expliqué Madame l'avocate. Bien, écoutez, merci pour toutes ces interventions de qualité, mais je vais essayer de répondre à une question. On voit qu'il y a, j'allais dire malheureusement, du vécu. Mais si vous voulez l'exercice par rapport à cet enjeu, il y a deux volets. Il y a celui qu'on est en train de faire ce soir avec vous, pour notamment sensibiliser les parents, pour essayer de répondre à toutes ces questions que vous posez. Et il y aura un second volet au printemps, puisque les intervenants qui sont à nos côtés aujourd'hui vont aller directement dans les classes. Je crois que c'est CM1 et CM2, c'est ça, hein, directement dans les classes de CM1 et de CM2, alors très certainement avec des mots différents, ça j'en sais rien, mais pour expliquer ce qu'on a fait ce soir, pour expliquer ces dangers de liker, ces dangers de partager, même voire de visionner. Voilà. Donc je crois qu'on a une troisième vidéo à regarder. Vous voulez intervenir avant peut-être, capitaine ? Allez.
Je reprends la parole juste quelques secondes pour répondre aux questions qui étaient posées. Alors, il me semble que la mairie m'avait dit que c'était possible. Il y a déjà quelques plaquettes qui seront mises à disposition sur le Facebook de la commune concernant la réponse face au harcèlement ou au cyberharcèlement. Donc, il y a 2 plaquettes qui sont très bien faites, effectivement, par l'Éducation nationale. Elles ont déjà été transmises à la commune pour qu'elles soient mises en ligne pour pouvoir aller les récupérer directement en téléchargement. Et mes camarades de la Maison de la Protection des Familles, il me semble qu'ils ont aussi transmis une plaquette sur l'attitude à adopter pour prévenir le harcèlement. Donc pour répondre aux questions, voilà, il n'y a pas eu de réponse vraiment directe, mais oui, il y aura effectivement des plaquettes de mise à disposition en téléchargement sur le site. Ensuite, s'agissant des ateliers, je rejoins Monsieur le maire. En fait, Vendargues, j'ai plus en tête si on l'a fait ou pas encore, mais on a déjà commencé en fait depuis le mois d'octobre à intervenir en support, parce que c'est la mission première de la Maison de Protection des Familles de l'UNEL d'intervenir dans les établissements scolaires. Mais on intervient en support parce qu'ils ont tout le département à faire. Nous, on n'a que 10 communes, donc 25 établissements scolaires. Je le disais tout à l'heure, une quinzaine d'écoles primaires. Donc ça fait des fois 2 classes par école, donc ça fait quand même beaucoup de classes à faire. Sachant que la gendarme grande, du coup, qui prend peut-être un petit peu la parole, est binômée avec l'adjudant de coin à la brigade. Sauf qu'ils ne font pas que ça. Donc, ils font ça en plus du reste. Donc, ils interviennent à la demande des établissements scolaires. Alors, pour info, tous les établissements scolaires des 10 communes ont eu le mail du Facebook Live de ce soir. Donc, s'ils nous écoutent, je les invite à nous contacter s'ils souhaitent qu'on intervienne dans les écoles. C'est avec grand plaisir qu'on viendra faire de la prévention, évidemment. Donc, la dernière question qui a été posée, à laquelle il n'y a pas eu de réponse encore, on nous dit que ça serait bien de sensibiliser les parents. Alors pour le coup, moi je suis 100% favorable. Malheureusement, la situation sanitaire à l'heure actuelle, Covid, fait qu'on ne peut pas se réunir pour faire des réunions publiques. Le Facebook Live, c'est une première pour nous, mais qui peut être réalisé une fois de plus. Alors je suppose qu'il y a quand même, ou j'espère, qu'il y a pas mal de parents qui sont là quand même ce soir et qui regardent. Mais bien évidemment, il faut aussi sensibiliser les parents au danger du harcèlement scolaire et des réseaux sociaux de façon plus générale. Et on est à votre disposition, mesdames et messieurs les élus, pour intervenir dans vos communes en réunion publique dès que vous le souhaitez pour sensibiliser les parents, soit à l'école, même au collège ou dans les établissements scolaires, avec grand plaisir. D'ailleurs, à ce propos, on a eu en conseil d'école des associations de parents d'élèves qui souhaitaient effectivement faire une réunion pour les parents. Donc c'est effectivement la crise actuelle qui fait que ça n'a pas pu se mettre en place, mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et j'espère que ça pourra se faire, donc là vraiment à destination des parents. Je tiens à préciser, il ne faut pas hésiter en tant que parent à demander un rendez-vous avec le directeur de l'école ou la directrice et à le proposer. Voilà, sachez que nous allons dans les écoles faire la sensibilisation des enfants, mais également des parents. Donc ce sont les écoles qui nous demandent. Donc nous faisons d'abord l'intervention auprès des enfants, que ce soit le matin, l'après-midi. Et à l'issue, à la fin des classes, nous intervenons pendant 1 heure, voire 1 heure et demie avec les parents. Donc, dans le département, on a déjà 3 ou 4 écoles à avoir fait ça. Il y a de bons résultats. Les parents arrivent très contents. Mais il faut vraiment prévenir tous les parents. Et on s'aperçoit que les parents présents sont les parents qui vraiment s'intéressent vraiment à leurs enfants et se rendent compte qu'il y a des dangers sur Internet et notamment le cyberharcèlement. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment, les directeurs des écoles, les directrices, vraiment à sensibiliser tous les parents. Ce n'est pas la peine qu'on ait que 20 parents. Ça nous est arrivé d'avoir que 20 parents et qui vraiment avaient vraiment parlé avec leurs enfants, s'intéressaient à leurs enfants, étaient avec eux sur Internet. Donc, il nous faut tous les parents. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter, en tant que parent, d'aller voir le directeur de l'école et de le proposer. Voilà, nous sommes partants, bien au contraire. Et ça a toujours des conséquences et des résultats vraiment très positifs. Les parents sont très contents. D'ailleurs, ils ne nous laissent jamais partir tellement ils ont de questions. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Et je veux revenir sur une chose que les enfants nous disent énormément quand on leur dit ce qu'ils font sur Internet, et notamment ceux qui ici voient des choses choquantes. Et systématiquement, tous les enfants de moins, je dirais entre 9 ans, 10 ans, 11 ans, nous parlent de choses, je vous assure que même moi, j'en suis choquée de ce qu'ils peuvent voir. Et contrairement, donc il y a des parents qui vont vraiment s'intéresser aux enfants, les contrôles parentaux, ils seront avec eux, mais sachez que derrière votre dos, votre enfant va côtoyer des copains, des copines. Et qui c'est qui va montrer ces images choquantes ou des images à caractère pornographique? Ça va être le meilleur copain et la meilleure copine. Donc même si vous les préservez, vous les prévenez, sachez qu'ils vont être confrontés. Et à l'âge de 11 ans, on estime qu'un enfant sur 2
a déjà vu des images choquantes et des images à caractère pornographique. Donc, on conseille maintenant, parce que malheureusement, ça m'est arrivé la dernière fois sur des enfants de 9 ans qui avaient déjà vu des images pornographiques, donc on conseille aux parents d'en parler. Plutôt vous leur parlez de ce qu'ils peuvent voir sur Internet et du coup de parler de ces choses comme que ce sont des fictions, que ce n'est pas la réalité, que ce souvent, eux, ils seront là pour vous, en tant que parents, vous serez là pour les protéger, mais que des copains, des copines peuvent leur montrer de telles images. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils ont ces images-là? Voilà, dire « je ne veux pas le voir ». Voilà, donnez-leur les clés en main dès qu'ils ont 8 ans. Parce qu'on se dit « mais non, à 8 ans, je ne vais pas leur parler de ça ». Malheureusement, si vous ne leur parlez pas de ce qu'ils vont voir sur Internet, ce sera le copain et la copine qui vont leur montrer. Et je vous assure que des images choquantes, il y a des enfants, ils n'arrivent plus à dormir. Ils font des cauchemars. Vous allez voir des enfants qui ne mangent plus, qui ne dorment plus, parce que c'est vraiment très choquant. Nous, quand ils nous en parlent, je vous assure, ça nous donne des frissons de ce qu'ils peuvent voir. Où il y a beaucoup de violence, mais une violence, vraiment, c'est très dur. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent de telles images, mais c'est quand même impressionnant. Et malheureusement, à chaque sensibilisation que nous faisons dans les classes, chaque fois, ils nous parlent de ces images et souvent, ils nous disent « mais non, je ne l'ai pas dit à papa et maman ». Donc vraiment, pourquoi? Pour les protéger. C'est ce que je vous disais. L'enfant a tendance à protéger ses parents. Donc, et ils nous en parlent à nous. Et du coup, nous, on va les inciter à en parler aux parents. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter, dès qu'ils ont 8 ans, 9 ans, à en parler. Oui, je voulais juste enchaîner sur ce qui a été indiqué par rapport à l'exposition aux images pornographiques. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que cette dimension du retentissement psychologique, du choc. Ce qu'on observe aussi en garde à vue, c'est de plus en plus d'agressions sexuelles chez les plus jeunes. Et forcément, en tant qu'avocat, quand on intervient sur des gardes à vue où on a des mis en cause qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui sont mineurs, à qui on reproche des faits de viol, ça interpelle. Et ce qu'on entend en tant que professionnel du droit, c'est absolument consternant, mais on entend « je ne savais pas que ça ne se faisait pas ». Et ça, je ne savais pas que ça ne se faisait pas. Pourquoi ? Parce que, effectivement, je rejoins ce que dit la gendarmerie, on n'en a pas parlé avec les enfants. Ils ont été exposés à des images, ils n'ont pas pu verbaliser ce qu'ils ont vu, et notamment, c'est normal, c'est pas normal. Ou ça se fait, ça ne se fait pas. Et le problème que nous avons sur justement ces comportements déviants, donc dans la légalité sur des plus jeunes, c'est qu'ils n'ont pas conscience que ça ne se fait pas. Ils n'ont pas conscience du non, le non. Eux, ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Ils reproduisent et ils trouvent ça normal, légal. Donc, il y a effectivement cette dimension, et c'est pour ça que je voulais compléter le propos, il y a cette dimension du retentissement psychologique. Certains enfants sont choqués et s'enferment dans cette peur, cette incompréhension. Mais il y a aussi la dimension de « je reproduis ». Et là, c'est très compliqué parce qu'apporter une réponse pénale violente, parce qu'on est sur des faits criminels, donc je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on n'est pas exposé à des procédures criminelles et des cours d'assises criminelles avec des peines de 13-14 ans qui peuvent être prononcées, jusqu'à 20 ans d'emprisonnement quand l'infraction, le crime est puni de la perpétuité. Voilà, le mineur peut être condamné à 20 ans dans ces cas-là. La réponse pénale est compliquée parce que si jeune, d'avoir une réponse pénale de plusieurs années, ça correspond parfois à leur vie, quasiment à leur vie de discernement. Moi, un mineur de 16 ans qui a été condamné à 14 ans, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Et ensuite, pour le mineur, la réponse pénale, elle est d'autant plus compliquée parce que lui, la première réponse, c'est qu'il se demande vraiment ce qu'il fait là. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, une réponse pénale qui n'est pas comprise, qui n'est pas intégrée sur un mineur comme ça, c'est la porte à la récidive. Voilà. Donc, attention aussi au phénomène de reproduction sur les images auxquelles nos enfants sont exposés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser et rejeter. Oh, attention, hein. Baisse les yeux, je te dis. Il est bouffon, hein. Peut-être que c'est grave,
Mais si je dis quelque chose, peut-être que demain, ce sera moi. Et si on disait quelque chose ensemble? Bon, ça suffit. Ça, c'est du harcèlement. Oui, et j'ai pas envie de participer à ça. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement. Je reprends la parole juste quelques secondes. Donc, troisième vidéo qu'on a souhaité vous montrer ce soir, c'est une réponse que peuvent apporter en fait les élèves entre eux. Ça commence par ça, en fait, la réponse face au harcèlement scolaire, c'est une réponse collective d'une ou plusieurs personnes qui vont s'opposer en fait à ce qu'ils constatent au sein de l'établissement scolaire. Tant qu'il y a des spectateurs qui ne disent rien et sont passifs, il ne se passera rien, le harcèlement va perdurer. À partir du moment où il y en a au moins un qui va prendre conscience que ce qui est vécu en face, ce n'est pas la norme, ce n'est pas normal, ça peut faire du mal à l'autre personne, il va dire stop à ça, et par effet de groupe, souvent, on va se retrouver avec plusieurs personnes qui vont prendre la défense et ça va s'arrêter du jour au lendemain. Généralement, des harceleurs dans le milieu scolaire, ils sont un ou deux. S'il y a plusieurs, on vient, on dit maintenant stop, ça suffit. Généralement, ça va s'arrêter derrière. S'il n'y a plus le public, il n'y a plus de harcèlement au niveau scolaire. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à vous montrer cette petite troisième vidéo. Je reviens à ce que je disais en introduction et par rapport à ce que dit le capitaine, il faut agir sur le groupe classe. C'est la classe, ensemble, puis il va un moment aller voir le harceleur en disant maintenant tu arrêtes. Effectivement, à plusieurs, on est plus fort pour dire à un harceleur d'arrêter que si on est tout seul. Donc c'est pour ça que dans les classes, lorsqu'il y a une situation d'intimidation ou de harcèlement qui est détectée, on fait en sorte d'abord que les élèves d'avoir du factuel, parce que le harcèlement est quand même un phénomène très difficile à détecter, très complexe, car vous pouvez avoir des harceleurs, mais qui ont pu être des victimes auparavant. Donc c'est difficile de porter un jugement de suite sur un élève, et notamment en école. Bon, dans le collège, vous avez un système de sanctions, trop souvent, malheureusement, on sanctionne, alors qu'avant tout, il faut apporter une réponse éducative. Et le harceleur aussi, il ne faut pas l'oublier, peut être un élève en souffrance. C'est un élève aussi qui a un passé. Peut-être que dans sa famille, ça se passe mal. Peut-être qu'il a été harcelé auparavant. Et qu'à un moment, de victime va devenir harceleur. Donc tout ça, il faut l'intégrer, plutôt que de tout de suite de trouver des réponses de sanctions, alors qu'avant tout, il faut chercher à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Donc déjà au niveau de l'harceleur, travailler sur le harceleur, comprendre pourquoi, travailler bien sûr avec la victime, faire en sorte qu'elle ne soit plus victime, et en même temps travailler avec la classe sur la gestion des émotions, sur essayer de détecter à travers, donc faire écrire les élèves. Très souvent, on dit aux enseignants, quand vous avez une situation où j'ai plusieurs informations comme quoi il se passe quelque chose dans cette classe, les enseignants, ils font écrire ou dessiner les élèves pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Car pour un adulte, c'est toujours très compliqué à savoir quels sont les faits, quelle est la teneur du harcèlement, quelle est la gravité du harcèlement et depuis combien de temps ça dure. Donc tout ça, c'est un travail qui est mené, bien sûr, au sein de l'école. Et les enseignants sont de plus en plus sensibilisés et formés parce qu'ils ont aussi leur quotidien, mais en même temps, il y a tout un service d'accompagnement, bien sûr dans l'école, mais en interne, éducation nationale, où il y a tout un système de personnes qui sont là à un moment pour apporter collectivement une réponse au traitement de ce harcèlement. Je voudrais juste ajouter des petits éléments de réponse sur quand les faits se produisent, quand vous avez un enfant qui est victime, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il faut quand même l'aborder. Ce qui est important, c'est de garder un maximum d'éléments de preuve, notamment par les captures d'écran, que ce soit via l'ordinateur ou la tablette, ou carrément par un téléphone portable. Toutes ces choses-là peuvent être éventuellement volatiles, donc c'est bien de faire toutes ces captures et de garder un maximum d'éléments. Ne pas hésiter à faire un signalement en ligne auprès du réseau social si c'est auprès d'un réseau social, si c'est sur un réseau social. Mais vous pouvez aussi vous appuyer sur la plateforme Pharos qui est internetsignalement.gouv.fr. Vous pouvez aussi signaler tous faits qui sont interdits et punis par la loi. Bien évidemment, bloquer tout ce qui est auteur, que ce soit sur les contacts par téléphone ou sur les réseaux sociaux ou sur les mails. Et puis, pas hésiter à porter plainte, parce qu'il faut en passer par là, parce qu'on attend quand même une réponse aussi. Et puis, ne pas hésiter à s'appuyer sur la plateforme de Net Écoute avec le 3018, qui peut aussi vous apporter un certain nombre de conseils
quant à aux actions que vous pouvez mener, et notamment sur l'approche de la plainte. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand on a parlé des plaquettes mises à disposition sur le site Facebook de la commune. Alors, sauf erreur, si ce n'est pas fait, je le ferai en rentrant tout à l'heure. On a mis aussi à disposition une plaquette que vous pouvez télécharger qui s'appelle « Grille d'évaluation du danger face au harcèlement entre jeunes ». C'est une plaquette en fait, qui a été créée il y a quelques mois par le ministère de l'Intérieur pour aider à identifier les situations de harcèlement. Donc, cette plaquette s'adresse essentiellement aux enfants qui ont plus de 9 ans. Ils sont invités en fait à remplir la plaquette. Chose qui est intéressante sur cette plaquette, c'est qu'il y a 2 lectures différentes. Donc il y a une première lecture, donc en fait c'est un système de grille, vous pourrez la télécharger et vous répondez à des questions. Savoir si les réponses c'est jamais, de temps en temps et très souvent. Donc c'est assez basique à remplir. Votre enfant le remplit et à l'issue vous avez en fait un total à faire des croix en fonction des colonnes. Et en fonction du nombre de points que va récupérer votre enfant lui-même pourra faire une lecture pour savoir si effectivement il se retrouve ou pas dans une position de harcèlement. Donc peut-être que les enfants vont dire non, mais finalement je ne suis pas harcelé à l'école, ce que je vis au quotidien c'est la norme, je suis un peu chahuté, on se moque de moi, je suis un peu isolé. Et bon, finalement tous les enfants vivent la même chose. Mais grâce à ça, il va peut-être prendre conscience que finalement il est harcelé à l'école sans s'en rendre compte. Et la deuxième lecture, c'est pour les parents qui des fois se posent des questions à savoir est-ce que mon enfant est harcelé, il va prendre la lecture de tout ce qu'a coché son enfant. Ils vont dire effectivement, il y a tant de points, peut-être que mon enfant est victime de harcèlement. Donc si vous avez un doute, vous contactez le numéro vert, le 3020, tout ce qui est harcèlement scolaire, ou le 3018, tout ce qui est cyberharcèlement. Donc je vous invite à la télécharger, à en faire lecture, c'est assez pratique, on s'en sert nous aussi au niveau des enquêtes. Je crois en fait que pour aller un petit peu plus loin, on va peut-être essayer de nous carrément donner ça aux enfants pour qu'il n'y ait pas cette démarche d'aller le télécharger et tout. Donc de donner vraiment l'info, que les enfants aient dans le cartable pour les plus grands. On verra avec vous à partir de quel âge ça peut être distribué. Pour que en fait, tout ce qui leur permette de s'exprimer, il n'y ait aucun obstacle en fait. Pas besoin d'aller le télécharger, qu'ils aient tous les outils en main si jamais il y a besoin. Bien, écoutez, alors il y a une dernière question qui s'affiche à l'écran. Si vous voulez bien, on va y répondre, puis on clôturera cette soirée. Alors, peut-on donner de son temps à une association? Si oui, qui? Compétences particulières? Peut-être, Madame Maître Leroy. En soi, donner de son temps à une association, c'est à la portée de tout le monde. C'est un geste citoyen avant tout. Là, en l'occurrence, pour rejoindre le thème du harcèlement scolaire, je n'ai pas connaissance d'une association en particulier à laquelle on pourrait adhérer. Mais le principe, je veux dire, chaque association est régie par la loi de 1901 avec des statuts, un objet particulier déterminé par ces statuts. Et si on se sent des affinités particulières, comme pour n'importe quelle association, avec l'objet défendu par l'association, évidemment, il faut se rapprocher du représentant de l'association. Ça ne nécessite pas, à ma connaissance, d'être majeur. La difficulté, c'est qu'un mineur qui se présente pour participer à une association, vraisemblablement l'association, pour des questions de responsabilité, demandera que le mineur soit accompagné d'un représentant légal. Ça, c'est vraiment de la pure compétence, de la prévention du risque de responsabilité. Compétences particulières pour adhérer à une association, ça dépend de l'association. Il faut vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous rapprocher vraiment du représentant légal de cette association pour voir comment vous pouvez être simplement adhérent, puisqu'on peut soutenir une association simplement en versant une participation financière, c'est déjà un soutien, et ensuite participer. Je veux dire, la personne qui est représentante de l'association a vocation aussi à déterminer dans quelles conditions on intervient dans son association, et on a à pouvoir éventuellement de la représenter sur différents événements. Et alors la deuxième question, y a-t-il des conseils ou même des règles, loi d'âge minimum pour qu'un enfant ait un téléphone et accès à Internet ou aux réseaux sociaux? Alors non, la loi ne s'immisce pas jusque-là, pas encore en tout cas. Ça relève de l'autorité parentale.
Voilà, en fait la loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi intervient, et c'est pour ça qu'on a axé davantage sur ce volet éducatif. La loi n'a pas vocation, en tout cas, à s'ingérer à ce point-là, dans la vie parentale. Et nous, en tant que parents, dire à nos enfants, à cet âge-là, téléphone, à cet âge-là, Internet ou pas. Il n'y a que des recommandations qui sont faites, qui ne sont pas juridiques, pas judiciaires, et qui sont davantage du bon sens ou de ce qu'on a pu vous indiquer ce soir, à savoir que, effectivement, avant 13 ans, si la loi fait une présomption de discernement dès l'âge de 13 ans, je pense que ça a un sens et que cet âge, la détermination de cet âge comme étant l'âge de discernement doit résonner dans la tête de chacun comme étant peut-être la limite d'âge à partir de laquelle un enfant commence à comprendre les tenants et les aboutissants. Et encore, là c'est un point de vue personnel, mais je pense qu'à 13 ans, ils sont loin d'avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Après, des enfants sont en avance par rapport à d'autres. Voilà, donc ça, non, la loi ne détermine rien. C'est encore de notre rôle, de notre autorité parentale, de fixer nous-mêmes les limites dans l'intérêt de nos enfants. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, on insiste bien sur le fait que les enfants ne doivent pas y avoir accès avant 13 ans. Hein. C'est vraiment réglementé à ce niveau-là. Pour les téléphones, je rejoins Maître Leroy. C'est vrai que c'est les parents qui voient ça. On peut avoir des enfants qui doivent faire des trajets pendant 1 heure. On peut comprendre que les parents soient rassurés que leurs enfants aient un téléphone pour les prévenir, qu'ils sont bien arrivés, etc. Ça relève du bon sens et effectivement des parents et de l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Mais vraiment, les réseaux sociaux, c'est 13 ans et c'est pas avant, quoi, parce que c'est vraiment la porte ouverte sur plein de choses dont ils sont trop jeunes pour gérer ça seuls. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel on insiste bien. 13 ans, il ne faut pas qu'ils y aient accès avant 13 ans. Sinon, voilà, ça peut être très dangereux pour eux. Je pense par rapport justement à l'âge d'accéder à certains sites. Là, je pense aux sites pornographiques. Donc là, évidemment, ça se fait dans le dos des parents. Enfin, j'ose imaginer. Ces sites-là, il y a une vraie difficulté. Je n'ai pas tant suivi le débat qui se faisait par rapport justement à l'accès à ces sites-là, puisque à l'heure actuelle, à part mettre attention pour accéder aux sites 18 ans et plus, c'est la seule barrière que les enfants ont. Donc c'est vous dire s'ils passent la barrière facilement. Et c'est dans ces conditions-là qu'ils se retrouvent confrontés à des images auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. Puisque là, effectivement, si on a imposé, enfin soi-disant imposé cette limite d'âge de 18 ans pour ces sites pornographiques, il y a une raison. C'est qu'avant cet âge-là, on se fait une représentation qui ne correspond pas à la réalité et on arrive à des faits de viol que j'ai pu indiquer tout à l'heure, qui sont complètement banalisés parce qu'on ne savait pas que ça ne se faisait pas. Donc là, si ça intéresse, je ferai la recherche de savoir où on en est, parce que j'ai suivi ça que de très loin. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je ne sais pas où on en est, mais je sais je crois que c'était des associations et évidemment accompagnées d'avocats qui cherchaient à faire la réponse pénale pour rendre ces sites beaucoup moins accessibles qu'avec un clic. C'est bon, je clique, j'ai bien plus de 18 ans. Juste pour compléter le propos de Maître Leroy, on parlait de sites pornographiques, mais pas que. Je suis choqué, interloqué, appelez ça comme vous voulez, par les plateformes en fait, de streaming. C'est pareil, ça s'adresse à ça aussi. Il y a une série qui a fait débat juste à la rentrée 2021, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Squid Game. Et j'ai été choqué quand on va dans les écoles, qu'on discute avec des enfants de 7-8 ans qui sont connectés au compte des parents qui n'ont pas de code sur leur compte et qui ont pu regarder des séries hyper violentes, interdites normalement au moins de 13 ans, de moins de 16 ans, de moins de 18 ans. On n'est pas 16 ans, voilà, Squid Game, c'est un fléau à l'heure actuelle. Et il y a des enfants en fait qui reproduisent, en plus ça se passe dans le milieu scolaire, et c'est des jeux où en gros, si on perd, on meurt. Et quand je vois que c'est des enfants de 7-8 ans qui regardent ça, je me dis, il y a un problème au niveau parental quand même. Donc, sur vos comptes parents, je ne citerai pas la plateforme de streaming parce que ne faut pas faire de publicité, mais mettez un code pour accéder au compte parce que vos enfants, en 2 secondes, ils peuvent aller regarder toutes les séries que vous regardez. Donc, ce n'est pas forcément à caractère sexuel. Par contre, ça reste des séries qui sont très, très, très violentes. Et ça, ils reproduisent les mêmes choses au sein des établissements scolaires. Les jeux de la série Squid Game deviennent des jeux de récréation.
Donc voilà, on ne pense pas forcément qu'au pornographique, pensez aussi à la violence et les scènes qu'on peut voir dans ces séries. Je veux juste ajouter votre propos, mon capitaine, sur cette fameuse série qui, en plus, a la particularité d'avoir des scènes qui sont violentes, qui ont été reprises et découpées pour être diffusées sur YouTube. Donc il y a certains contrôles, il y a certaines choses qui sont retirées par le contrôle de YouTube, mais les enfants ont quand même accès aussi à ces images violentes parce qu'ils entendent parler les copains en disant bah, tiens, moi je suis la série, tu peux regarder, tu peux suivre et tu peux voir éventuellement sur d'autres plateformes comme YouTube. Donc être extrêmement vigilant. Et nous avons même des enfants qui nous disaient regarder la série avec leurs parents. C'est le cas de le dire. Et ça, c'était des enfants de 9 ans, 10 ans. Voilà. Ils regardaient la série avec leurs parents. Bon, ben écoutez, merci. On va clore cette soirée parce que je crois qu'on pourrait encore en parler pendant très longtemps. Sujet très important, sujet parfois gravissime. On voit que toutes les professions qui sont au contact des enfants travaillent là-dessus. On a beaucoup appris. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos interrogations, même peut-être certaines questions que vous n'auriez pas posées, vous avez peut-être pu avoir les réponses. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une seconde étape non moins importante avec vos enfants. On va mettre tout ça, on va organiser tout ça. Et puis, je crois que si on devait garder 2 mots de la soirée, on pourrait peut-être garder le mot vigilance et surtout beaucoup parler, beaucoup échanger avec vos enfants. Et sachez qu'avec Cécile Veillot, nous, on reste tout le temps à votre écoute. Voilà, excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour notre Facebook Live. Merci. Tout a commencé quand je suis arrivée à l'école. Je suis tombée dans la classe de Julie. C'est la fille la plus méchante que je connaisse. Moi, c'est Julie, la fille la plus populaire de l'école. Mes copines, Anna, Marie et Lucie, ne peuvent pas se passer de moi. Sans moi, elles ne sont rien. Moi aussi, je t'aime. Ce n'est pas moi que j'écris son nom. Je t'aime pas, moi. Rémi, il est trop bête. Un jour, il n'a plus voulu être ami avec moi. Je les ai prévenus que si quelqu'un lui parlait, il aurait affaire à moi. Aujourd'hui, à la récréation, Julie est passée à côté de moi en me disant « Mais c'est quoi cette coiffure? T'es trop moche. » Je me suis coiffée comme d'habitude. Je comprends pas qu'elle me dise ça. Ça me blesse. Oh, il a peur. Le pire, c'est que tout le monde se moque de moi. J'ai eu trop honte. Rémi, t'es qu'un débile. T'es moche. J'en peux plus de Julie. Elle commande tout le monde. Et le pire, c'est que tout le monde lui obéit. Elle est si méchante que les autres ont peur d'elle. Ils sont prêts à tout pour être ses amis. Plus personne ne me parle à cause d'elle. Maintenant, je me sens seule. J'ai commencé à écrire dans mon journal intime pour m'occuper. Et ça s'est pas arrangé. Pourtant, je me fais discret. Je suis fatiguée qu'on se moque de moi. Qu'est-ce qu'il
J'ai pas osé lui dire. J'ai trop peur qu'elle ait honte de moi. J'ai pas faim. Je fais que penser aux méchancetés que Julie et ses copines me font. Et à celles qu'elle va encore imaginer aujourd'hui. Je ne dors plus. Je n'arrive plus à apprendre. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux plus aller à l'école. J'ai tellement envie que tout ça s'arrête. Pour toujours. Je suis pas le seul à souffrir des méchancetés de Julie. Elle n'arrête pas de se moquer de Tom. Et même que ce matin, en classe, Julie a pris discrètement son cartable et l'a fait passer à d'autres élèves qui l'ont mis au fond de la classe. Quand Madame Dupont nous a demandé de sortir notre cahier de mathématiques, Tom, qui ne trouvait pas son cartable, s'était énervé. Je suis sûre que c'est toi qui me l'as pris. Je vais te tuer. Madame Dupont a demandé à Julie où était le cartable de Tom. Julie a juré qu'elle n'avait rien fait. Madame Dupont l'a cru. Julie est allée voir chacun des élèves de la classe en disant que si quelqu'un osait dire la vérité sur ce qu'il s'était passé, il aurait affaire à elle car elle n'aime pas les balances. Je n'arrive pas à dormir. Je fais des cauchemars qui me réveillent. Mais t'es vraiment une tête à claque, mon pauvre Rémi. Oh, tu te crois où? Ben, il sait que je rigole. Hein, Rémi? Ben, vu sa tête, j'ai pas trop l'impression qu'il s'amuse. Tu te prends pour qui? Prends-lui son journal et excuse-toi. Tiens, désolé. Là, petit frère, tu sais, c'est pas normal ce qu'on te fait. Personne n'a le droit de faire du mal comme ça. Quand je vois comment ça se passe dans la classe, j'ai encore plus peur de rentrer au collège. Ça doit être pire avec les grands. Non, mais pas du tout. On n'est plus des gamins. On a autre chose à faire quand on était petits. Elena nous a dit que c'était du harcèlement et qu'on devait aller en parler à la maîtresse pour lui expliquer ce qui se passe. On est allé tout lui raconter. Tom m'a assuré qu'on serait plus fort pour aller en parler à deux. On a eu peur de passer pour des balances. Mais c'est quoi cette histoire de balance? Si Julie a menacé de vous faire du mal si vous m'en parlez, c'est juste parce qu'elle a peur de se faire punir. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de cette histoire. Vous avez bien fait de m'en parler. Les parents de Julie ont été convoqués. Puis elle a dû s'excuser auprès de Tom et moi. Elle nous a dit qu'elle ne s'était pas rendue compte à quel point elle avait pu nous blesser. La maîtresse a parlé du harcèlement en classe. Et maintenant, toutes les semaines, on prend un temps pour parler tous ensemble du comportement de chacun. Comme tout le monde rigolait et semblait d'accord avec moi, je ne me suis pas rendu compte que je faisais autant de mal à Tom et Rémi. Je sais maintenant qu'être populaire, c'est pas si important. Si j'avais su, j'en aurais parlé plus tôt. Ça m'aurait évité beaucoup de chagrin. J'ai aussi appris qu'il existe un numéro contre le harcèlement scolaire. Il s'agit du 30-20.